Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bienvenue à Varsovie. Merci de nous recevoir chez vous, dans le siège de votre gouvernement. Cette décision historique pour la Pologne, pour l'Europe, prise par l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une décision très importante pour l'Ukraine et c'est aussi une décision très importante pour l'Europe. Parce que depuis le début de cette guerre, je réclamais le soutien de l'Allemagne. Au commencement, il prévoyait d'envoyer 5000 casques à l'Ukraine. Et je considérais que c'était une plaisanterie. Et puis, soudainement, l'aide allemande à l'Ukraine s'est mise à augmenter. Et là, et c'est ce qui compte, des chars modernes vont être fournis à l'Ukraine. C'est enfin une vraie marque de solidarité. J'en suis très reconnaissant au gouvernement allemand. La Russie dit la décision est extrêmement dangereuse. Qu'est-ce que ça signifie d'après vous? La Russie fonde sa politique sur la menace et la peur qu'elle inspire. La propagande russe est très affûtée, malheureusement, depuis 300 ans d'ailleurs. Au XVIIIe siècle, les Russes savaient parfaitement convaincre Diderot et Voltaire de jouer leur partition. Comme aujourd'hui, ils s'efforcent de persuader les Occidentaux d'abandonner l'Ukraine à son sort, sans lui venir en aide. Je pense que c'est inacceptable et que nous ne devons pas céder à la peur. Vous citez Voltaire, vous citez Diderot, charmé par Catherine II. Est-ce que vous pensez que les Français sont encore habités par ça, par ces illusions sur la Russie? Nos amis français sont encore trop sous l'influence de la propagande russe. Mais c'est en train de changer devant la brutalité de cette guerre barbare. Cela change car je crois que l'opinion publique française voit les crimes de guerre commis contre des femmes et des enfants et qu'elle ne peut plus fermer les yeux sur ces atrocités en Ukraine. Combien de chars la Pologne peut fournir? Combien de chars Léopard au total à l'Ukraine? Tout d'abord, laissez-moi rappeler que nous avons déjà fourni 250 chars à l'Ukraine. En plus de ceci, dans les semaines à venir, nous allons en envoyer 60 autres, des chars plus modernes. Et pour couronner le tout, nous allons livrer 14 chars Léopard. Donc au total, nous aurons fourni aux Ukrainiens plus de 300 tanks en soutien à leur armée et pour défendre leur liberté. J'ai vu que votre bureau est à côté. Je suis sûr que vous avez la liste des pays que vous avez appelés, tous les pays, pour coordonner. Vous êtes une sorte de chef de guerre aujourd'hui. C'est vrai? Vous avez fait comme ça? Oui, c'est vrai. Tous les jours, j'appelle mes collègues de l'Union européenne, ceux de l'OTAN, et j'en espère des réponses positives. Et je suis sûr que vous avez la liste en tête. Au total, combien de chars Léopard pensez-vous rassembler? Il y a près de 15 pays de l'OTAN qui possèdent des léopards. Parmi eux, une dizaine devraient être capables d'en fournir un certain nombre. L'Allemagne devrait être le premier contributeur, d'abord parce que c'est elle qui en possède le plus. Donc je compte vraiment sur leur coopération et je suis en contact avec la plupart des premiers ministres pour les persuader que c'est vraiment un moment très important de cette guerre. Combien de chars Leclerc seraient utiles selon vous? J'espère au moins autant que des léopards allemands. Les Leclerc sont d'excellents chars, très modernes. Les Allemands, je l'espère en tout cas, vont fournir plusieurs douzaines de léopards. Ça veut dire des dizaines Plusieurs douzaines de chars léopards. Donc plusieurs douzaines de chars Leclerc pourraient être donnés par la France. J'espère dans un futur proche. Est-ce qu'ils auront besoin d'un appui aérien? Selon vous, est-ce que ce tabou doit être levé d'amener de l'appui aérien en Ukraine? Je pense vraiment que nous devons être bien plus courageux, nous, l'OTAN, je veux dire. Ne pas avoir peur de livrer à l'Ukraine des batteries de défense antimissiles et anti-aériennes, et sur l'ensemble de son territoire, pas seulement dans l'Ouest, à Kiev et sur les lignes de front.
Et si la décision de leur fournir des avions de combat était envisagée, la Pologne voterait pour. Mais bien sûr, il ne peut s'agir que d'une décision de l'OTAN dans son ensemble. Les systèmes de défense patriotes sont à votre frontière déjà? Certains, oui, sont déjà sur la frontière polonaise. Et nous en attendons de nouveaux, qui vont arriver d'Allemagne et des États-Unis, et qui seront déployés tout à fait à l'est, à la frontière avec l'Ukraine. Ce qui aidera à défendre les villes ukrainiennes tout en augmentant la sécurité à nos frontières. Est-ce qu'il faut, d'après vous, renforcer le flanc est de l'OTAN? Est-ce que placer des armes nucléaires américaines en Pologne aiderait à ça? Chaque pays doit pouvoir défendre ses frontières. C'est même la définition de la souveraineté. Mais les frontières communes de l'OTAN doivent être aussi défendues par l'ensemble de l'Alliance. Je suis très heureux de savoir que la France et la Pologne figurent dans l'alliance militaire la plus forte. Et si la menace qui vient de l'Est monte en puissance, je crois que les mesures appropriées doivent être prises. Sans exclure le recours à quelque arme que ce soit. La France est protégée par sa bombe nucléaire, la Pologne est protégée par la bombe américaine? Nous aimerions qu'il en soit ainsi, mais nous souhaitons que ce genre de décision soit prise en commun avec nos alliés de l'OTAN. J'aimerais que nous disposions d'un système de dissuasion nucléaire comme la France. C'est un excellent système et c'est aussi pourquoi je pense qu'unis, nous sommes plus forts. Le président Macron a souvent parlé à Vladimir Poutine. Est-ce que selon vous, il peut encore l'appeler? Il doit encore l'appeler? J'ai l'impression que c'est du passé, non? Récemment, il me semble qu'il a arrêté ses contacts avec le président Poutine. C'était une erreur d'après vous? J'étais en désaccord avec cette politique parce que je crois que c'est exposer l'Europe à la propagande et aux fake news de Moscou. Beaucoup de Français, d'Européens, pas seulement sous l'influence de la propagande, pensent, comme le président Macron, qu'il ne faut pas humilier la Russie. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Pour commencer, personne n'humilie Poutine. Et je suis d'accord que personne ne doit être humilié. Mais n'oublions pas que Poutine est responsable, lui et l'élite russe, le Kremlin, de cette guerre brutale et barbare. Ce régime peut bien être qu'un colosse aux pieds d'argile, mais ça reste un colosse. La Russie dispose d'une formidable supériorité sur l'Ukraine en termes de population et de ressources. Donc, aider l'Ukraine à défendre sa liberté, c'est défendre les valeurs européennes. Est-ce que l'Europe peut être en sécurité si Vladimir Poutine reste au pouvoir? Je pense que la Russie a besoin d'être dépoutinisée. Aujourd'hui, le Kremlin incarne le pire de l'histoire. L'impérialisme, le nationalisme, le colonialisme même. C'est le cœur du régime. À Moscou, ils vivent selon ses antivaleurs, si je puis dire. Ça veut dire, pardon, Monsieur le Premier ministre, que vous assumez qu'il faut un changement de régime, qu'il faut changer le régime à Moscou? Je pense qu'à moins d'un large changement en Russie, nous continuerons d'avoir les mêmes problèmes avec eux. Donc je crois vraiment que des changements vers une démocratisation en Russie sont possibles. Mais ça va prendre du temps. Je ne crois pas à un changement soudain, à des changements fantastiques en Russie. Parce que rien de positif ne peut venir du gouvernement de Poutine. Que représente Vladimir Poutine personnellement pour vous? Est-ce qu'il doit être jugé?
À ce stade, nous avons déjà la certitude que les crimes de guerre en Ukraine sont de la responsabilité de Vladimir Poutine et de son régime. C'est pourquoi je soutiens les efforts des commissaires de la Commission européenne, tels que M. Reinders et d'autres, dans leur volonté de créer un tribunal international afin de ne pas laisser ces crimes de guerre impunis. Avec tous les chars Léopard, quelle peut être la contre-offensive réussie par l'Ukraine? Je suis moins optimiste que vous, monsieur, parce que je crois qu'aujourd'hui, l'Ukraine tente de survivre. Il est moins question d'envisager une contre-offensive, des contre-attaques, que de fournir à l'Ukraine les armes qui lui permettent de survivre à cette attaque brutale. D'autant que la prochaine offensive russe est sans doute déjà en préparation. Ah oui, vous pensez que maintenant, il faut s'attendre à une grande offensive russe, par exemple par le nord, par la Biélorussie? Absolument. Je crains vraiment que l'attaque vienne de la Biélorussie. La Biélorussie est totalement dépendante de Moscou. Loukachenko, le gouvernement de Minsk, feront tout ce que les Russes leur ordonnent de faire. C'est pour ça que j'ai peur qu'un nouveau front s'ouvre au nord de l'Ukraine, que la Russie attaque l'Ukraine depuis le nord. Est-ce que les Européens de l'Ouest ont une responsabilité historique? Je suis un peu plus vieux que vous, mais nous avons à peu près le même âge. On a vécu tellement longtemps en laissant les Polonais, les Tchécoslovaques, les Roumains sous la botte soviétique. Est-ce que nous sommes restés dans cet esprit de réel-politique, beaucoup d'entre nous? Bien sûr, la réelle-politique, c'est le dogme politique des Européens de l'Ouest. Ce sont leurs 10 commandements, et ce, depuis des dizaines d'années. En 1939, les Français et les Anglais ne voulaient pas mourir pour Gdansk ou Varsovie, comme ils disaient. Ils ont fini par mourir pour Paris et Londres. C'est bien plus efficace de prendre les devants plutôt que d'attendre que des tyrans, des autocrates multiplient les attaques. Ces monstres se nourrissent de leurs agressions répétées. Donc oui, je crois que les Européens de l'Ouest ont aujourd'hui des obligations, des responsabilités particulières, plus fortes que celles des centraux européens. Et j'attends toujours qu'ils les assument. Est-ce qu'il y a un parti russe en Europe, en France par exemple, en Allemagne? Est-ce que l'argent russe sert à acheter beaucoup de gens, d'après vous? Non seulement je le crois, mais j'en suis même absolument certain. Parce que c'est leur façon de faire depuis 300 ans. Chaque affaire d'espionnage le confirme. Donc oui, en France, en Allemagne, il y a des gens qui reçoivent de l'argent des Russes. Probablement même au Parlement européen. Il y a l'argent du Qatar et il y a l'argent de la Russie, voulez-vous dire? Pas seulement le Maroc et le Qatar, mais la Russie aussi est mêlée à ce scandale. C'est un Polonais, le pape Jean-Paul II, qui avait eu cette phrase tellement forte, « Non abbiate paura », n'ayez pas peur, phrase historique. Aujourd'hui, beaucoup d'Européens, même ceux qui vous donnent raison, beaucoup se disent « c'est trop dangereux ». La Pologne est courageuse, le Royaume-Uni est courageux, mais ils nous entraînent dans une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce que vous dites à cela? Dans les années 70-80, se dresser contre la Russie était encore plus dangereux qu'aujourd'hui. Donc cet appel à ne pas avoir peur, ce « n'ayez pas peur » est très important. Si nous avons peur, si nous cédons aux menaces russes, à leurs provocations, à leurs tentatives de s'en prendre à notre liberté, à notre démocratie, alors le pire se réalisera de lui-même. Au contraire, nous devons être forts et courageux face aux menaces et à la propagande russe, et unis nous vaincrons. Monsieur le Premier ministre, merci. Le but, c'est quoi?
c'est bien sûr, de votre point de vue, de libérer l'Ukraine. Est-ce que c'est de vaincre la Russie? Le but, c'est de gagner face à la Russie. Quand la paix adviendra, j'espère le plus vite possible, ce doit être une paix juste, une paix qui préserve l'intégrité territoriale de l'Ukraine et sa souveraineté, afin que le Kremlin sache que l'union des pays de l'Ouest, conjuguée à la bravoure des Ukrainiens, a été capable de s'opposer aux comportements brutaux et barbares de la Russie. Monsieur le Premier ministre, merci. Thank you so much. Thanks for having me.